Bonjour, alors on va parler de sous-traitance d'une app, d'un logiciel ou d'un site web, d'une plateforme technique. Donc une sous-traitance globale, pas la mise à jour de quelques fonctions sur votre site. Vraiment, comment sous-traiter globalement, quelles sont les étapes à respecter, les choses auxquelles il faut faire attention. Dans un premier temps, on va regarder une quinzaine d'étapes pour arriver à sous-traiter au mieux un projet, de A à Z, on va dire, et après quelques conseils. Donc la première chose à faire, c'est de décider les grandes tendances de sous-traitance. Est-ce que vous voulez faire de l'offshore, du nearshore, c'est-à-dire du développement, mais avec des sociétés qui peuvent être pas trop loin, passer par des freelances, avec un CTO en interne qui pilote des techniques qui sont en externe, avec une agence qui sait faire des sites compliqués, une agence qui fait des sites beaux mais plus simples. Voilà, donc définir un peu et surtout en quelle langue, si c'est en français ou en anglais. Sur les plateformes d'offshoring, il vaut mieux tout écrire en anglais dès le début, ça vous fera gagner du temps. Deuxième chose, c'est faire une sorte de mock-up des écrans principaux de votre app, de votre site, avec les enchaînements. Mockup, c'est quoi? Il y a des outils pour faire, donc il y a tous les écrans, vous mettez les menus, voilà, les fonctions de base, pareil pour les enchaînements. Vous pouvez faire dans PowerPoint si vous voulez, ça se fait aussi très très bien, mais c'est une base pour arriver à formaliser ces idées. Partie de là, vous faites un cahier des charges fonctionnel le plus détaillé possible, en français ou en anglais, on l'a dit, et prioriser les fonctions dans ce cahier des charges. Donc ça veut dire un cahier des charges détaillé, vous pouvez le faire dans Word, une dizaine, une quinzaine de pages, voire un peu plus. Vous décrivez ce que vous voulez exactement, ce que vous attendez, comment l'application, le logiciel doit réagir, quelles sont les limites, s'il y a un algorithme à l'intérieur, vous décrivez ce qu'il doit faire, quelles sont les informations de base, quelles sont les bases de données que vous allez stocker, comment votre back-office doit fonctionner, ce que vous attendez en termes de performance. Voilà. Donc cahier des charges détaillé, fonctionnel. Ensuite, vous allez rédiger un petit summary voilà, de votre projet avec une vision un peu globale du périmètre, des grandes fonctions, des conditions de la sous-traitance, qui fait quoi, comment se gèrent les relations d'encadrement, projet. Donc ce summary va servir en fait à soumettre le projet sur les plateformes sans donner tout le détail de votre cahier des charges tout simplement. Ensuite, vous soumettez votre projet, alors soit à des agences locales, parce que vous voulez avoir un contact physique régulier, soit nationales, parce que vous voulez que ça ait lieu en France et vous pouvez les avoir à téléphone, voire vous déplacer ponctuellement. Sur des plateformes nearshore ou offshore, donc là il y a voilà, Upwork, il y a Malte, 404 Works, Freelancer, enfin il y en a plein. Voilà. Vous pouvez le soumettre aussi à des freelances dans votre communauté ou par des amis voilà, qui connaissent des freelances techniques. Donc vous le soumettez de manière assez light, mais que les gens comprennent bien ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller. Vous analysez les premiers retours. Éventuellement, vous affinez votre cahier des charges, donc vous regardez comment vous le sentez, la façon dont les gens vous répondent avec le sérieux, le professionnalisme, s'ils vous donnent des exemples, ça vous fait un premier tri, vous allez en enlever les trois quarts. Ensuite, en fonction de qui vous répond, voilà, vous allez soumettre votre cahier des charges détaillé à ceux qui vont être shortlistés. Donc vous leur donnez des exemples de ce que vous voulez, vous leur donnez vos priorités, et là ils vont pouvoir vous faire un vrai devis. C'est-à-dire que si la première étape était, je dirais, une sorte de pot de miel, où on vous donne des fourchettes de prix très génériques, vous n'arrêtez pas sur des fourchettes de prix très génériques, tant qu'il n'y a pas le cahier des charges détaillé, personne ne sait vous dire combien va coûter votre site web, votre appli. Donc là, vous allez discuter avec les gens qui sont les mieux notés, qui ont les références qui vous plaisent le plus, qui peuvent vous donner des références voilà, que vous pouvez appeler. Vous leur soumettez le cahier des charges. L'étape d'après, c'est il leur faut quelques jours. Peut-être qu'il y a un call pour expliquer un peu ce que vous voulez. Vous allez analyser les devis. Donc idéalement, vous aurez des devis en tiroir
avec ce qui était prioritaire pour vous, ça fera un premier lot. Et ensuite, des options de développement ou pour un développement futur ou pas de développement du tout si vraiment c'est pas dans votre budget. Donc vous analysez dans les devis s'il y a juste une page avec un prix, vous laissez tomber mais tout de suite. Donc vous analysez un peu le process que vous imaginez, la collaboration que vous allez pouvoir avoir. Vous regardez un peu plus d'infos sur le détail de qui vous répond, de leurs références, des délais, de comment ils s'intéressent à votre projet, au détail vraiment des fonctions, s'ils vous posent des questions. Donc s'il y a trop peu d'échanges à ce niveau-là, honnêtement, faut pas forcément y aller. Ensuite, une fois que vous avez shortlisté, on va dire 3-4 développeurs potentiels, vous regardez ce sur quoi ils pourraient s'engager en termes de qualité, de délai, de périmètre fonctionnel, quelles technos aussi ils vont utiliser. L'idée, c'est de ne pas se retrouver avec potentiellement un super projet, on s'entend bien, le budget ça va, mais en fait on va l'avoir dans 6 mois parce que ça va déraper. Et il n'y a aucun engagement contractuel qui permet de valider ça. C'est voilà, le projet est mort. Donc, une fois que vous êtes à peu près d'accord sur le cahier des charges fonctionnel, sur les engagements réciproques de chacun, ce que vous allez leur donner, ce qu'ils vous donnent, quel délai, comment ils saucissonnent votre cahier des charges en ce qui est premier lot, deuxième lot, voilà, vous pouvez commencer à négocier peut-être les tarifs, signer les engagements réciproques, checker le détail des contrats. Donc de temps en temps vous avez des contrats qui sont vraiment mal ficelés, avec des contrats de maintenance ad vitam aeternam, ou aucune clause qui permet aux développeurs d'avoir une certaine forme de contrainte. De l'autre côté, pareil, le problème peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous changez 5 fois d'avis en cours de projet, le développeur il ne va pas développer 5 fois la même fonction différemment. Donc il faut encadrer tout ça parce que sinon c'est source de blocage. Et quand votre projet est commencé et que vous avez un blocage, autant dire que tant que c'est pas réglé, il n'y a pas de livraison de soft, pas de livraison de site. Donc autant déverrouiller au maximum en amont d'un point de vue contractuel les choses. Faites un point téléphonique, vous validez tout, boum, vous décidez du sous-traitant. Une fois que ça correspond à tous vos critères. Donc c'est pas évident. Checkez les ratings sur les plateformes quand vous faites de l'offshore. Appelez des anciens clients, voir comment ça s'est passé. Si vous engagez 10, 20, 50, voire 100 000 euros, vaut mieux avoir un feedback. Donc voilà. Ensuite, vous lancez votre projet avec des sessions de développement assez courtes, des sprints. Vous faites des points réguliers pour être au courant de l'avancement. Un projet, c'est pas je vous donne le cahier des charges et puis 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi plus tard, j'ai un premier truc à tester. Donc non, si vous pouvez tester au fil de l'eau, vous rendre compte de l'avancement, c'est beaucoup mieux. Donc ça, faut le dealer au démarrage. Ensuite, quand c'est livré, testez, vous faites les paramétrages connexes, donc tous les outils analytiques, branchez des plugins, de CRM sur les sites. Enfin bon, il y a tout un tas de petits paramétrages à faire à la fin pour bien gérer ses stats, sa performance. Vous testez encore, vous testez, et vous pouvez partir en en lancement bêta avec quelques utilisateurs qui vont être un peu avancés, qui vont vous faire un vrai retour sur l'UX, qui vont vous faire un retour sur les fonctionnalités. Vous verrez, c'est pénible de tester, c'est long, donc si vous arrivez à avoir quelques testeurs qui ont un œil différent, ça évitera de dire ça j'ai déjà testé, puis en fait c'était pas terrible. Donc avoir un œil différent, c'est vital. Bon, après, vous lancez votre projet. Donc globalement, vous voyez, il y a une quinzaine d'étapes pour s'assurer que globalement, on ne va pas dans le mur. C'est quand même toujours des budgets importants pour toutes les sociétés innovantes. Ça engage pas mal de votre temps au niveau fonctionnel, au niveau recettage.
Ça engage le temps de vos équipes aussi qui vont aller regarder ce qui est fait au fil de l'eau. Donc, vaut mieux être un peu rigoureux dans cette étape. Ensuite, quelques conseils. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, ok, c'est un projet un peu classique, gestion de projet, tout le monde à peu près, chaque entrepreneur sait gérer des projets de ce type-là. Alors les conseils, ça serait quoi ? Sur les choix technologiques, quand on est sur des premières versions de produits, toujours privilégier du standard, avec quelques améliorations, mais ça permet quoi ? Ça permet de bénéficier des maintenances futures, des logiciels. Ça permet de diminuer le coût, ça permet de diminuer le risque sur le projet, d'éviter tout ce qui va être custom. Voilà. Donc au démarrage, vaut mieux dégrader les fonctionnalités, clairement, que d'avoir du sur-mesure. Ça vous coûtera beaucoup plus cher sur mesure, c'est immaintenable la plupart du temps. On va avoir des équipes internes qui connaissent bien le projet. Si le développeur s'en va, c'est pareil, c'est immaintenable. Donc privilégiez des choses standards, classiques. Vous arriverez à trouver assez facilement dans les devis ce que les développeurs vont aller vous conseiller. Deuxième chose sur le budget, si vous avez 100 de budget, dites pas aux développeurs voilà, j'ai 90 ou 100 pour faire ça. Non, c'est que pour faire le premier jet, votre budget c'est 50 pour arriver jusqu'à la version bêta. Pourquoi ? Parce que votre projet il va évoluer. C'est-à-dire ce que vous allez définir au début, vous allez payer 50, ok, très bien, mais dans le temps, 3 mois après, vous allez modifier l'application. Vous allez modifier le site, la marketplace. 6 mois après, pareil. Donc, honnêtement, il ne faut pas imaginer qu'avec une V0, une V1, une V2, si vous avez un budget de 100, vous allez mettre 90 ou 100 sur la première version. Non, il faut garder des cartouches pour la suite parce que vous êtes sûr, si ça marche bien, d'avoir des développements ultérieurs. Voilà, donc faites attention à votre budget, gaspillez pas tous vos crédits dès la première version. Après, attention à l'offshoring et au prix de vente alléchant. Diviser par 2, voire 3 le coût d'un développeur, pourquoi pas ? Encore faut-il que ce soit le même équivalent dans la journée. C'est-à-dire qu'en offshore, souvent les projets sont un peu plus segmentés. Il y a un chef de projet, 2 chefs de projet, il y a quelqu'un qui fait les recettes, il y a quelqu'un qui fait l'interface. Donc on multiplie les intervenants et en fait il y a pas mal de temps non imputé au projet. Donc voilà, une journée facturée ici ou en offshore ou même avec, c'est pas forcément une question d'offshore, hein, même faire attention au prix de vente alléchant à la journée. Il faut être sûr que ça soit bien des temps imputés au développement et pas juste un discount et en fait on va prendre 4 fois plus de jours pour faire le projet. Les outils, alors il y a des outils, il faut un outil de chat avec les développeurs, ça c'est sûr. Ensuite, il y a des outils type Trello qui sont pas si mal faits que ça. Vous pouvez mettre les fonctionnalités à différents stades d'avancement, la recette, voilà, c'est à tester, j'ai testé ou à modifier. Ça permet de gérer un peu par module l'avancement du projet. Donc, pas des outils qui coûtent très très cher, il faut en abuser, oui, sinon envoyer des mails tout le temps c'est un peu compliqué. Posez-vous la question, voire mettez-le dans le contrat de qui développe, quel est son vrai profil en fait. Souvent vous avez un bon contact avec une agence, vous ne savez pas qui va être le développeur, vous ne l'avez jamais en direct, vous perdez des intermédiaires, vous multipliez les budgets parce qu'il y a plein d'intermédiaires, donc intéressez-vous à l'équipe qui va vraiment développer et les références. Autre point, il faut être vigilant sur la documentation. Faire une V0 fonctionnelle, très bien. Vous voulez faire des évolutions, 6 mois plus tard, l'agence n'existe plus ou est parti sur d'autres choses, le développeur a quitté l'agence, vous n'avez pas de doc, quand vous faites, c'est pas très très simple. Hein. Pareil sur les choix techniques qui vont être faits, tout ce qui va être custom peut-être, la robustesse, l'évolutivité. Si vous laissez un développeur faire ce qu'il veut de A à Z, à développer les modules comme il le sent, vous risquez, quand il faut faire évoluer la plateforme, d'avoir pas mal de soucis.
certes si c'est pas documenté, mais même si c'est documenté, peut-être que les choix techniques n'ont pas été bons. Donc avoir je dirais un œil de compte technique, un CTO, même s'il travaille pour vous 2 jours, qui est dans votre camp, qui va challenger les choix technologiques, qui va challenger les premières livraisons techniques, voir effectivement si ça correspond à ce que vous vouliez, et que ce soit évolutif, ça c'est crucial, c'est vital. Ensuite, attention sur la maintenance corrective, évolutive. Souvent, il y a des projets où c'est pas défini, donc c'est pas budgété de votre côté, vous l'anticipez pas. Mais il y a toujours des bugs quand il y a des montées en charge, ça c'est sûr. Donc savoir qui prend en charge quoi, qu'est-ce qui est compris dans le périmètre du projet. Sur la maintenance évolutive, pareil. Vous pouvez très bien développer un socle où vous avez 80% du projet, des fonctions du projet, ça vous coûte 50, et puis pour faire les 20% restants, ça peut vous coûter 50, parce que ça a mal été conçu à la base. Donc sur tout ce qui est évolution, plus vous dites à votre développeur en amont, j'aurai besoin de ça, ok, mon périmètre, ce que je veux c'est ça, développer ça. Et puis demain, j'aimerais développer ça. Si vous lui expliquez ce que vous voulez, il y a des chances pour que le socle technique soit un minimum évolutif, s'il fait bien son boulot. Ensuite, attention aussi à la gestion, le temps que ça va vous prendre de gérer le projet fonctionnellement, recetté, de gérer la technique, voire plusieurs équipes, des interfaces différentes. C'est pas neutre. On sous-traite pas un projet technique en laissant les clés comme ça et en payant, non. Donc réservez sur des gros projets peut-être 20-30% de votre temps pour suivre globalement ce projet. Donc voilà mes conseils à chaud. Après, chaque projet est différent. On va pas avoir les mêmes spécificités sur une marketplace, sur un projet de site web plaquette, un site e-commerce ou sur une app mobile. On est bien d'accord. Mais quand on parle de sous-traiter dans une relation de confiance, il faut qu'elle soit réciproque. Il faut écrire un maximum de choses pour éviter les déconvenues. Et oui, c'est possible de gérer des gros projets en offshore de A à Z, mais il faut être très carré et avoir un minimum de compétences techniques dans son camp pour arriver à piloter un peu les choses. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Bonne journée.